Agassi qui va venir avec ses shorts en jean et puis sa perruque. Et Perruque puis vraiment. Tu savais pas? Et oui. C'était pas ses vrais cheveux? Et non, c'est pas sa petite nuque longue. T'es pas sérieuse? Non? Et non, c'est pas ses vrais André cheveux. Agassi, D'ailleurs, il a gagné Roland Garros. Sa plus grande pression, c'était pas sa première finale de Grand Chelem, c'est qu'il avait peur que son toupet tombe pendant un échange. Non mais là, mon enfant vient de se briser en direct sur Twitch. Là. C'est vrai qu'on a un peu distillé quelque chose sur le doc que tu as réalisé, qui est sorti, du coup, qui va être diffusé sur la chaîne de télé Arte, parce que j'avais pas bien compris, après-demain, et qui est déjà dispo sur arte.tv. Depuis une semaine, ouais. Et qui s'appelle En mode champion. Donc le titre explique bien la thématique, puisqu'on a un vrai rapport sur la mode et le sport, qui passe de certains athlètes à des créateurs, au sportswear, etc., etc. Alors là, on est dans le cœur de meule de juice de outfit. Société, mode, différentes époques, récupération, contre-récupération. Qu'est-ce qui t'a... Parce que en plus, ça touche énormément de sujets. À quel moment tu as voulu t'attaquer à ça, sachant que on voulait te présenter, mais tu t'es présenté tout au long de l'émission et on sait que c'est pas ton premier doc, mais ça, c'est un gros morceau quand même aujourd'hui. C'était un gros morceau, puis c'était difficile aussi de faire un film sur un sujet thématique. Parce que moi, j'avais fait plutôt des films sur des gens, où je racontais leur histoire, donc Schiaparelli ou Pierre Cardin. Mais un film thématique avec autant d'entrées, déjà, il fallait circonscrire la période. On a 100 ans, on a les JO de Paris 1924 et les JO de Paris 2024. Donc, on va se concentrer sur ces 100 années-là. Et ce qui m'avait donné envie, pour répondre à ta question, c'est que juste avant, j'avais fait donc, mon film sur Schiaparelli. Et Schiaparelli, elle a lancé sa maison de couture avec une boutique qui s'appelait Pour le sport. Donc, c'est par le sportswear qu'elle arrive à la haute couture. Alors, à l'époque, ce qu'on appelait sportswear, c'est pas comme aujourd'hui, c'était pas vraiment du vêtement de performance, c'était avoir une allure sport plus que pour pratiquer le sport. Et donc, elle lance cette maison donc, en 1927 ou 28, je me souviens plus. Mais à la même période, il y a Patou qui fait aussi sa maison de sport, Jeanne Lanvin, Gabrielle Chanel, enfin vraiment toute la haute couture faisait du sport. Donc, il y a cette filiation-là. Ça vient pas de la rue. Ça vient des rues et c'est un truc qui était populaire, qui a été récupéré par les marques de luxe. Je ne savais pas que le sport était une activité privilégiée, très bourgeoise à la base. Oui, parce que les masses laborieuses n'avaient pas forcément le temps d'aller pratiquer ou pratiquer des sports collectifs comme du football, etc. Mais il va y avoir un changement vraiment dans l'entre-deux-guerres où le sport va devenir, va se structurer, notamment en fédération, et la performance va avoir de l'importance. Et c'est là qu'on va devoir imaginer un vêtement qui sera plus technique et un vêtement qui permettra de gagner tout simplement et pas juste de correspondre à l'étiquette dont on parlait tout à l'heure avec Lydia quand tu demandais si on était obligé d'être en jupe ou etc. À l'époque, oui, en effet, on était obligé. Et puis petit à petit, c'est par des champions comme Suzanne Lenglen ou comme Schiaparelli qui va habiller une joueuse de tennis espagnole qui s'appelle Lily Alvarez et qui va lui faire la première jupe culotte pour aller à Wimbledon, où pour le coup à Wimbledon, il y a vraiment une étiquette et un code qui est hyper rigide et ça va faire scandale qu'elle vienne en jupe culotte en 1930 et quelques, je sais plus. En fait, tu es en train de dire qu'à la base, c'était un truc de lifestyle riche. C'était un truc de lifestyle, ouais. Qui est devenu un truc de performance, puis un truc de performance pour tous, puis revenu au lifestyle, puis c'est fou. Et c'est ce balancier-là qui est hyper intéressant, je trouve, à analyser, même surtout sur une grande période, sur 100 ans, où tu vois que, en fait, c'est en permanence des allers-retours. Tu rencontres plein de gens dans le documentaire, tu racontes plein d'histoires. On en a quelques-unes qu'on voulait montrer, même si le temps passe très très vite. Il y avait notamment la collab avec Djibril Cissé et Lidl, mais il y a aussi, on revient dessus sur le fameux survêtement Beckenbauer. Ouais. Ma chère Zoé à la Real, c'est à 40 minutes et 20 secondes. C'est un petit passage qu'on peut commenter. Franz Beckenbauer, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un des papas du football allemand et du football mondial, le Kaiser, comme on l'appelle, qui a marqué à son époque en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, sélectionneur, en tant qu'entraîneur, président de fédération, tout ce que vous voulez. Et effectivement, c'est vraiment le cœur de la, comment dire, l'esthétique originelle d'Adidas, qui est vraiment le survêt, le Challenger Adidas un peu moulant en synthétique, avec les bandes sur le côté, qui me paraît évident aujourd'hui en fait. Mais je ne savais pas non plus qu'en fait Adidas ne faisait que des chaussures à la base. Mais c'est vrai que le survêtement 3 bandes, c'est vraiment le...
C'est la base. On est avec Zandra Trapp, qui est une historienne spécialisée dans l'histoire d'Adidas. On est dans les archives Adidas à Herzogenaurach. Ça doit être un délire, les archives. Ouais, mais là, il faut que je vous raconte absolument cette ville d'Herzogenaurach. Je vous raconterai après, parce que c'est un endroit incroyable. Et donc voilà, ils ont conservé cette première pièce vestimentaire que va faire Adidas après n'avoir fait que de la chaussure pendant des années. Ah oui, c'est fuseau en bas. Voilà, il y a les brides en dessous qui marquent vraiment. Après, il a été décliné. Il y a plein d'autres sortes, tu vois, de survêtements, 3 bandes, et puis déclinés dans plein de couleurs différentes, évidemment. Voilà, la famille Tenenbaum. La légende. Et puis... Mais c'est fou parce que c'est immortel, en fait, comme ce survêtement. C'est ça, c'est ce qu'on montre dans le film. C'est qu'en fait, tu poses ta caméra au hall et puis tu vois tous les mecs passer et tout le monde le porte. Et chacun y met une histoire différente, sans forcément connaître l'histoire de Beckenbauer. Mais voilà, ça a quand même l'aura d'un joueur. Là, c'était dans une partie où on racontait en fait toutes ces pièces qui sont accolées au prestige d'un joueur, que ce soit, tu vois, la Stan Smith. On a oublié que Stan Smith, à un moment, ça a été le plus grand joueur au monde. Maintenant, c'est juste une chaussure qui va avec tout. C'est juste une chaussure parisienne, particulièrement. Il y a une époque où je me souvenais, on avait un jeu avec des amis quand c'était la grande époque de la Stan Smith. On sortait à la Cité de la Mode ou la Nouba et on regardait au sol. Il fallait pas faire un jeu à boire parce que tu pouvais finir au sol. Ah, mais au bout de même pas 10 minutes, on était tous bourrés, si c'était ça. C'est impressionnant, la Stan Smith. C'était vraiment vénère. On a vu rapidement la Jordan, effectivement, qu'on voit en image. Et je pense qu'en termes de rapport de mode et de performance, je pense que Jordan, c'est un truc à lui tout seul. Et alors, est-ce que je peux juste raconter ce que je voulais raconter? On allait tourner à Herzogenaurach, donc cette petite ville en Franconie, vers la Bavière, quoi. Et en fait, l'histoire, elle est géniale. C'est que vous devez la connaître forcément, mais que... J'ai une amie qui travaille là-bas, donc... Ah ouais? Comment? J'ai une amie qui travaille là-bas. Ah, c'est vrai? Génial, donc elle connaît parfaitement, mais je trouve que c'est fou. Moi, je me dis, il y aurait eu un documentaire entier à faire là-dessus. Malheureusement, j'ai pas pu le mettre dans le film parce que c'était une aventure industrielle plus qu'une histoire de mode. Mais en gros, Herzogenaurach, c'est la ville où vivait la famille Dassler. Donc, Adolf Dassler et Rudolf Dassler, les frères Dassler, qui avaient la Dassler Shoe Fabric, donc qui faisaient des chaussures, notamment la chaussure que va porter Jesse Owens au JO de 36. Bref. Et après la guerre, les deux frères se disputent du fait des implications de l'un ou de l'autre dans le régime nazi, et ils décident chacun de monter leur propre boîte de chaussures. Adolf, donc on appelle Adi parce qu'Adolf, je sais pas, c'était plus trop à la mode après-guerre. Adi Dassler va faire Adidas et Rudolf Dassler va faire Puma. Et ils continuent à vivre donc, dans cette même ville sans se parler. Les employés des deux entreprises ne se parlent pas, ne se mélangent pas. Tu ne peux pas tomber amoureuse d'un salarié Puma si tu travailles chez Adidas. Et ça va même plus loin. Il y a un boulanger pour les salariés Puma, un boulanger pour les salariés Adidas, un bar pour les Puma, un bar pour les Adidas, une station-service. Ils ne vraiment se mélangent pas et on l'appelle, cette ville, Die Stadt der gesenkten Blicke, la ville des regards baissés, parce que quand tu rencontres quelqu'un, la première chose que tu regardes, c'est s'il est Puma ou s'il est Adidas. Et l'histoire, je la trouve tellement géniale. Mais bon. On me dit Roméo et Juliette de la chose. Ah oui, c'est ça. C'est exactement Ils avaient inventé le mur de Berlin avant de... Ce qui me choque, j'allais dire, ils sont disputés parce que qui est nazi et qui est pas nazi, pour savoir qui est pas nazi ou pas nazi, on va plus du tout se parler, tu vois. Ah oui, exclusion totale, ils n'ont pas retenu la leçon. C'est fou. Attends, et lequel était, qu'on sache de quelque... Alors, une Puma ou une Adidas? C'est pas forcément si clair, c'est assez compliqué, donc je pense pas que je puisse raconter Par ça contre, en on prend fan bête de série télé. J'avoue que la raconter comme ça, je me dis c'est... Ah oui, c'est un film. Ils nous ont dit qu'il y avait Paramount qui était en tournage, donc il y a peut-être un truc qui va sortir bientôt là-dessus. Mais en tout cas, il y aura, je sais pas si c'est fiction ou doc, mais c'est juste génial. J'ai l'impression de voir les guerres des gangs un peu comme West Side Story, mais à base de chaussures. D'un coup, t'es tac, tac. Tu vois les 3 bandes. Je voulais aussi qu'on monte un extrait parce qu'il y a un point important aussi. Je sais qu'il y a le FC Crocs dans le chat. À 48 minutes, ma chère Zoé, tu parles évidemment de la claquette chaussette. Est-ce qu'on peut mettre le son ou pas, Zoé? Non. Non, ah, non, ne mettez pas, il est infernal. Non, ce morceau, ne mettez pas le son. Ah bon? Non, il est abominable. Tu le connais? Non, mais on l'a pas mis, on parle par-dessus, mais ce qui était intéressant, c'était ce que racontait Calbo en disant, voilà, que ça avait sauvé aussi les gens qui avaient des vilains pieds, des claquettes chaussettes. Mais surtout, en fait, toujours à Herzogenaurach, on est allé chercher l'origine de la claquette. Ah et ce que nous raconte, là, on a Djibril Cissé qui nous raconte effectivement que c'était un peu l'outfit
de base du footballeur, et puis que la haute couture s'en est emparée avec des claquettes Vuitton à 700 balles. Et voilà, ça aussi, ça paraît complètement fou que de s'emparer des codes de classe sociale qui n'ont pas les moyens de se payer et de les déshabiller, en fait, en vendant des choses extrêmement inabordables. Et donc ça, c'est la première claquette, c'est la Adilette. Qui a été lancée. C'est la claquette originale qu'on voit là. C'est la claquette The Original. La claquette que les darons te jettent, tu sais, du 48. La première claquette. Et en fait, elle a une histoire assez marrante. Là, on voit encore Franz Beckenbauer qui porte cette claquette. C'est qu'après la première Coupe du Monde retransmise à la télé en couleur, tous les joueurs allemands l'avaient portée. Alors là, côté en rouge, c'est pour femmes. Voilà, magnifique avec un talon et fabrication italienne, s'il vous plaît. Donc ça, c'était dans les années. J'ai l'impression que c'est complètement un truc de cette saison, en fait. Ah bah oui, mais c'est dingue. Hein. Donc les joueurs de l'équipe allemande vont porter cette claquette qui, à la base, n'était pas du tout faite pour le grand public. Elle n'était pas commercialisée. En fait, c'était juste pour habiller l'équipe de natation. C'était vraiment une claquette de piscine. Et les joueurs de foot en avaient, mais vraiment, c'était dans leur équipement. C'était pas un truc qui était vendu au grand public. Et il y a cette Coupe du Monde qui est retransmise en couleur à la télé pour la première fois. Les gens voient cette claquette sur Beckenbauer et sur les joueurs allemands, tout le monde la veut. Donc, un an plus tard, Adidas décide à sortir cette fameuse Adilette qui aujourd'hui est un must et que tout le monde a eu des Adilettes. Mais je pense que c'était plus récent que ça, l'Adilette. Je pensais que c'était venu il y a 10 ans avec la mode des claquettes, tu vois. Je savais pas que c'était la OG claquette. Effectivement, il y a une esthétique du sport, comme tu le dis, qui est désormais qui est hyper pervasive dans la mode en général. Et on peut mettre le hoodie, c'est une fringue de sport à la base, tu vois, c'est pour garder aussi la tête chaude, le jogging, les leggings, les yoga pants qui sont aussi vachement entrés dans les mœurs, les claquettes ou les chaussures dites de repos un peu ouvertes, etc. C'est intéressant aussi que la performance et le confort soient devenus des marqueurs d'esthétique. Par rapport à une époque où effectivement on mettait des pantalons ultra moulants ou des chaussures qui te pétaient les pieds, ça faisait partie du jeu d'avoir des talons ou des mocassins. Pour les hommes, bah ouais, mais tu vois, les chaussures en cuir, c'était normal de dire tu vas avoir mal aux pieds pendant 15 jours quand tu vas mettre des chaussures, ce qui me paraît beaucoup plus aberrant aujourd'hui, où même les grandes marques font des baskets. Effectivement, le confort, la performance, c'est marrant, c'est devenu un critère de mode pur. Et pas un critère. C'est un truc qu'on entend de moins en moins, le côté faut être beau pour souffrir, faut souffrir pour être beau, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout. C'est plus trop d'actualité, heureusement. Ouais. Je pense que pendant longtemps, on a fantasmé sur des personnes qui étaient un peu hors sol, donc des stars de cinéma qui faisaient des avant-premières, donc dans des tenues qui étaient spectaculaires, des tenues d'occasion, comme tu dis. Et j'ai l'impression qu'avec les sportifs, ils ont vendu une fringue qui, comme tu le dis, c'est une fringue que tu peux porter parce qu'en plus elle est bonne pour toi, parce qu'elle est performante, elle est machin et tout. Et donc Jordan en tête. Mais ensuite beaucoup d'athlètes qui ont donné leur nom. Toi, tu as rencontré donc Djibril Cissé qui avait fait une collab, c'est ça? J'ai rencontré Djibril Cissé, mais je rebondis sur ce que tu dis parce que tu parles de fringues qui sont accessibles, etc. Mais en fait, vous voyez maintenant la cérémonie qui s'est mise en place sur les marches de Clairefontaine quand ils arrivent avec Koundé qui avait un pur look absolument génial, années 70 avec les petites boots à talons, le pas de def et tout, super stylé. Donc effectivement, ils sont aussi moteurs sur de vrais changements esthétiques. Mais oui, on a rencontré Djibril. Bon, Djibril, après, c'est un mec génial qui a tellement de choses à raconter, que ce soit parce que il a vraiment... c'était complètement nouveau, quoi, ce qu'il faisait d'assumer. Il portait des jupes. Vraiment, il avait un style avec, évidemment, ses coupes de cheveux, ses teintures vertes, bleues. Il a eu toutes les couleurs de cheveux. Et puis il a défilé pour Marine Serre. Il a défilé pour Jean-Paul Gaultier. Là, il a défilé dernièrement aussi pour une autre marque assez pointue. Je me souviens plus, à la dernière Fashion Week. Et puis, il a fait il a lancé plusieurs marques aussi. Sa marque, Monsieur Le Noir, tiens, on le voit. Koundé, alors là, c'était la banane de Koundé, c'est un dinosaure gros comme ça. Ouais. On avait parlé effectivement que même les athlètes en NBA, en NFL, le passage vers les vestiaires, c'est devenu un catwalk, un défilé à part entière. Ouais. C'est vraiment la NBA qui a lancé ça. Ils étaient beaucoup plus libres. Le passage sur Djibril Cissé, il a 32 minutes ou 33 minutes, ma chère Zoé, si tu veux le passer. Et merci Julien pour le raid. Merci beaucoup à Julien pour le raid. Et pour revenir à ces histoires d'athlètes, c'est vrai que j'ai du mal à me dire que je n'ai pas été influencé par des athlètes parce que
encore une fois, moi, Jordan m'a fait acheter tellement de fringues et de chaussures. Bah oui, ouais. Et je n'arrive pas à trouver d'équivalent. Parce que je trouve que le rapport entre la mode et les athlètes est beaucoup plus fort que la mode et les chanteurs et chanteuses ou la mode des acteurs et actrices. Je n'arrive pas à lier des acteurs et des actrices à une marque de mode ou à une pièce aussi fort que Jordan, qui avait vraiment sa chaussure et sa marque s'appelait Jordan, où tu avais des Stan Smith, où aujourd'hui, quand tu es un grand athlète, une grande athlète, tu as ta signature shoes, où tu as littéralement ta gamme de vêtements à ton nom, c'est très, c'est très naturel dans le sport, moins dans les fringues où tu n'as pas... T'as moins, enfin peut-être plus maintenant, mais t'as moins une ligne de vêtements avec les Beatles par exemple, ou une fringue qui était liée. Je sais pas, je suis moins d'accord parce que Ouais. j'ai l'impression que Jordan c'est presque l'exception, tu vois. Ouais. Parce qu'en dehors de Jordan, je sais pas s'il y a beaucoup d'athlètes qui ont des signatures shoes que. Il y en a beaucoup, mais ça se vend moins que Jordan. Jordan, c'est une école à lui Mais seul. par contre, je trouve que dans la musique, et on en est tous témoins, tu vois, il y a une esthétique vestimentaire qui est C'est hyper vrai. influente, quoi, sans que ce soit Oui, lié mais directement ce à que je une veux dire, marque. c'est que là, les athlètes, ils ont vraiment des chaussures où Serena ou Venus Williams portent la tenue de la quinzaine qui va être la tenue à leur nom, que tu vas pouvoir acheter le temps de Wimbledon 2023, où effectivement, aujourd'hui, tu as quand même au moins une quinzaine de joueurs de basket qui ont des chaussures à leur nom, Ouais. tu as vraiment des signatures shoes. La culture de la signature shoes, c'est pas quelque chose qui se fait dans le milieu de la musique. Tu as des collabs ponctuels, tu peux avoir Billie Eilish qui bosse avec Nike Ouais. pour un truc, ou tu peux avoir une pièce, mais il n'y a pas la notion, je trouve, de millésime d'un chanteur qui, chaque année, tu vois, il C'est monte moins le truc. collé à une marque, selon moi. Dans le côté sportif, tu as vraiment associé un sportif à une marque et tout. Puis je pense qu'elle comptait, enfin, ça c'est bête, mais presque sponsoring dans ma tête, ou par exemple, même dans les mecs qui font à la F1, tu vois, les associer à telle chose. Bien sûr. Donc, du coup, et comme tu l'as dit, ils vont avoir une chaussure ou un haut, etc. Là où la musique, c'est un style. Oui. Vraiment. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, tu peux mettre plus de choses dedans, mais les gens, par exemple, quand ils vont voir Angèle qui arrive récemment avec sa coupe coupée, ses notions sublimissimes, ça va créer plus, en fait, un effet de mode autour de sa personne et tout ce qui va avec et tous les gens qui vont travailler avec. Là où, effectivement, au niveau du sportif, je vais vraiment associer, je vais me dire, cette personne-là, elle travaille avec tel créateur ou avec telle marque. C'est plus ciblé, tu vois. Donc, je pense que c'est vrai qu'on associe moins les célébrités à ça, mais j'ai plus... d'influence, enfin moi je me fais plus influencer par des looks, on va dire globaux de célébrités ou même d'acteurs ou de chanteurs que de sportifs, mais après il y a aussi le fait que moi je suis moins le sport. D'accord. Donc ça me parle un petit peu moins, mais en tout cas dans mon imaginaire c'est vraiment plus lié à une marque en particulier, tu vois. Alors il y a pour le coup, il y a aussi une histoire d'un artiste avec, enfin d'un groupe d'artistes avec une sneaker, c'est la Superstar d'Adidas avec Run DMC. Run DMC, bien sûr. Parce que là aussi, Adidas n'avait pas du tout calculé ça. Encore une fois, c'est la rue qui va s'emparer de cette chaussure. Ils donnent un concert mythique au Madison Square Garden et donc ils font cette chanson qui s'appelle My Adidas et tout le monde dans le public brandit sa Superstar. Zoé, c'est à 20 minutes si tu veux montrer un extrait peut-être. Et ce jour-là, en fait, chez Adidas, on commençait à leur dire mais vous devriez regarder ce groupe-là, Run DMC. C'est vrai, eux, ils étaient vraiment, on veut des sportifs, nous, c'est ça qui nous intéresse, des artistes. Et ils vont assister à ce concert et là, ils voient effectivement tous les gens qui brandissent leur Adidas et là, ils disent ok, on va leur faire un petit contrat en fait. C'est un des premiers contrats vraiment, un des premiers contrats genre. Enfin, mis en avant dans le public, sur le... Voilà, là, c'est une pub faite par... En fait, ça paraît tellement évident à voir aujourd'hui, alors qu'à l'époque, ça fait énormément discuter parce que c'était assez unique en son genre quand même. Surtout qu'Adidas avait ce côté quand même moins cool aussi, et moins connu aux États-Unis peut-être que Nike dans les années 80. Donc de les voir ici, c'est... Aujourd'hui, ça paraît naturel parce qu'Adidas a encore une fois signé énormément de contrats avec beaucoup d'artistes. Mais à l'époque, le Run DMC, c'était... Et là où c'est marrant, c'est que c'était pour le coup une chaussure de performance. La coque à l'avant, c'était pour juste pas se faire écraser les pieds. C'était une chaussure de basket et tout a un sens en fait. Le design, c'est pas juste de la déco, c'est comme sur la Forum, le scratch de la Forum, c'est qu'ils se sont inspirés des strappings que se faisaient les basketteurs avant les matchs et donc ils ont fait cette espèce de strapping intégré. Donc vraiment tout a une histoire. Puis après la rue s'en empare et puis c'est plus le sportif qui décide, c'est le consommateur. Mais à l'inverse, bonne chance aux gens qui veulent faire un match de basket avec des superstars ou des Converse. C'est ça qui est génial. C'est que tu irais pas jouer au tennis avec une Stan Smith ou avec des Converse. Le basket avec des Converse, je me dis encore mais comment les gars, ils faisaient 2 mètres de haut, ils avaient des Chuck 70 au pied.
et se brisait pas les chevilles ou les genoux. Bon, le basket et le tennis, c'était plus cool à l'époque, on va dire, en termes de violence, mais c'était des chaussures de haute performance, quoi. Alors Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça ne nous viendrait plus à l'idée de mettre ça ailleurs que pour aller se promener dans la rue, quoi. donc on rappelle, parce que ce doc, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui ont envie de le mater. Mm. Il est dispo. Il est déjà dispo, ouais. Il est Ouais. déjà dispo sur arte.tv et puis il passera à la télé. J'ai mis le lien avec la commande Élise. Ah, il y a accès à donc tout. voilà, on voit l'affiche. Non, mais franchement, là, Ouais, c'est cool. Alors l'affiche, c'est Flojo. elle est incroyable. Flojo, elle aussi, elle était mythique parce que, bon, Ouais. outre ses coupes de cheveux, ses tenues qui étaient pleines de couleurs, ce qui se faisait pas du tout à l'époque, Ouais. elle était connue aussi pour son nail art. Elle avait Ouais. des ongles Ah oui, incroyables. je me rappelle, Et, Florence ouais. Jones. c'est clair. Mais là, tu Florence vois, je vois que ça coupe de Influence cheveux, des je pense films de à- Jones, ouais. je pense à Agassi maintenant. J'ai l'impression qu'elle a une Ah, perruque. il est resté bloqué sur T'es- le traumatisme. Agassi, on n'a pas le temps d'en parler là, mais Agassi, effectivement, dans le tennis, ça a été, il a fait bouger les choses comme quasiment personne, mais il avait un secret. En fait, Little Je trouve ça ouf que son secret, il l'ait caché avec un truc encore plus... Enfin, beaucoup de gens, de mecs et de meufs fantasmaient sur sa crinière. Donc en plus, il a mis le focus sur son point faible. Je veux dire, Franchement, Quelle c'est arrogance. stratégique. non mais Trop fort. Non mais franchement, incroyable.